Bonjour, bonjour, je vois que les gens arrivent. Bonjour, on va commencer dans 2 minutes. Bonjour, on va commencer donc dans 2 minutes. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui peuvent m'entendre, vous pouvez juste mettre un oui sur le chat. Et si vous voyez aussi mon écran sur maîtriser avec le titre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Voilà. Donc bonjour, on va commencer donc aujourd'hui sur ce webinaire sur maîtriser votre recherche, hein, boîte à outils que SEVIR propose. Donc on va se concentrer sur les outils multidisciplinaires, même si je vais donner un aperçu d'autres outils qu'on a, d'autres plateformes, mais on va se concentrer sur Scopus et Sciences Direct sur la plupart sur ce webinaire. Et après, par la suite, si vous êtes intéressé par d'autres choses, on a des webinaires plus spécialisés pour certains domaines parce que les autres plateformes seront plus spécialisées. Donc, moi, je suis Sarah Cliché. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Customer Success Manager pour la France. Et juste un disclaimer, donc ce webinaire, c'est une introduction, voilà, c'est plutôt informatif. Donc il n'y a pas de certificat pour la participation de ce webinaire. Pour les autres webinaires, on rentre plus en détail sur, voilà, sur ces choses-là, on fournit des certificats. Donc voilà, si le sujet vous intéresse toujours, vous pouvez continuer sur ce webinaire. Si c'est le certificat qui vous intéresse, voilà, il n'y a pas de certificat ici. Donc, bien sûr, tous ces outils sont pour vous fournir une veille stratégique qui est la base de l'activité de recherche pour qu'on puisse voilà, venir fournir de la valeur avec des méthodes, des résultats originaux, une avancée significative, voilà, avoir une révision, si on fait une révision actualisée d'un sujet, un domaine. Donc, on va se reposer sur la littérature scientifique aujourd'hui passé et poser une critique sur les différentes voilà, résultats divergents, etc., ce qu'il existe toujours dans la recherche. Et éviter donc de faire un travail obsolète, parce que ça a été démontré maintes fois, ou duplication d'œuvres publiées, ou encore des conclusions erronées, par exemple. Euh, voilà, c'est toujours un petit peu sensible parce que parfois on ne sait pas où on va aboutir dans une recherche. Il y a plusieurs types de revues où on peut publier. Certains, voilà, on avait parlé déjà sur d'autres webinaires sur le scoop. Voilà, parfois on a des résultats négatifs et c'est OK. Parfois, voilà, là, les résultats nous emmènent vers quelque chose d'autre et c'est OK aussi. Et en tout cas, nous, on encourage, que ce soit pour publier des résultats négatifs ou autres, sur des revues qui le proposent. Ah, et pour rappel, parce que j'ai oublié de le dire, donc ce webinaire enregistré, vous aurez l'enregistrement après.
Et vous pouvez vous poser les questions au fur et à mesure dans la partie questions-réponses. Comme voilà, ça sera plus facile. Ah, d'accord, j'ai compris. Ça sera plus facile pour moi de suivre dans la partie questions-réponses. Je vois que le chat, il a été désactivé. Bon, donc voilà, on va rester sur la partie questions-réponses alors, aujourd'hui. Euh, Donc aujourd'hui, dans le processus, dans ce workflow de recherche pour aller découvrir, on va utiliser Scopus, qui est une plateforme multi-éditeur, donc plus de 7000 éditeurs. C'est une plateforme qui va avoir l'essentiel, les métadonnées, l'abstract, hein. On va interroger ce qu'il y a dans les mots-clés. On enrichit avec des mots-clés aussi, vocabulaire contrôlé pour améliorer la découvrabilité euh, des recherches aussi. Donc, il y a les mots-clés d'auteur, il y a le titre, l'abstract, bien sûr, et il y a en plus, on rajoute des mots-clés de vocabulaire contrôlé qui rejoignent donc le sujet de ces recherches. Et puis on a Science Direct. Science Direct, donc c'est une plateforme plutôt des revues qui sont éditées par Elsevier, revues, livres. D'ailleurs, Scopus aussi a des livres, mais c'est revues et des livres aussi. Donc on va avoir du texte intégral. Certaines revues sont sous abonnement, donc ça va dépendre des abonnements institutionnels. D'autres sont en accès libre, donc tout le monde a accès à ça. Euh, on a aussi d'autres plateformes qui seront plus dédiées à un public. Je vais brièvement en parler juste pour que vous ayez connaissance. Et puis aussi, quand on fait la recherche bibliographique, c'est toujours bien d'avoir un gestionnaire de référence. Souvent, on se retourne vers le gestionnaire à la fin quand on va rédiger l'article. Mais moi, en tout cas, je vous suggère depuis le début d'avoir un gestionnaire, que ce soit déjà pour organiser votre bibliothèque, avoir accès, parfois on travaille de la maison. Parfois du laboratoire, et donc avoir accès aux articles dans les différents, voilà, où vous êtes, n'importe où. Vous pouvez aussi annoter après, voilà, les gens ont une préférence. Parfois, voilà, lecture en papier, voilà, on imprime. Voilà, mais en tout cas, vous avez aussi la possibilité d'annoter et de faire des commentaires aussi sur Mendeley, et c'est gratuit. Vous avez d'autres gestionnaires, donc vous pouvez aussi vous rapprocher de la bibliothèque pour savoir d'autres gestionnaires qui peuvent proposer et d'avoir des formations plus poussées là-dessus. Euh, donc, juste pour situer les différentes bases de données, parce que souvent j'ai des questions quand j'utilise Scopus, quand j'utilise ScienceDirect, quand j'utilise ça. Donc Scopus, on va avoir donc un scope plus large. On va être dans du multidisciplinaire. Ça va s'adresser à tous les chercheurs et étudiants. En tout cas, à partir un niveau de maîtrise. Euh, et on va être donc sur les sciences et techniques de l'ingénieur, de la médecine, donc tout. Donc, c'est très intéressant aussi pour les personnes qui font aussi de la recherche pluridisciplinaire, on va dire, un champ de recherche qui peut toucher à plusieurs choses, ou alors si vous voulez développer voilà, une recherche plus transdisciplinaire, interdisciplinaire, etc. Aussi de savoir ce qui se passe à côté, mais en lien, peut-être pas un lien direct, par exemple en biologie, mais voilà, une application en ingénierie, etc., etc. C'est vrai que c'est les ingénieurs pour faire des applications sur plein de domaines, c'est très utilisé par les ingénieurs notamment pour avoir donc cette vue-là. Mais donc, c'est une plateforme multidisciplinaire et multi-éditeur. On a plus de 7000 éditeurs, une couverture très large. Et le différentiel de Scopus, c'est que on indexe du contenu de la littérature scientifique qui a été révisée par les pairs. Donc ça, c'est un parti de Scopus d'avoir une littérature scientifique avec un certain niveau d'autorité. Et en plus de ça, on a une sélection euh, pour l'indexation des revues. Donc tous les éditeurs peuvent indexer. Il y a des petits éditeurs, des éditeurs locaux, des éditeurs français, des éditeurs multidisciplinaires, des grands éditeurs. Voilà, il y a toutes sortes d'éditeurs dans Scopus. Et aussi par rapport à différentes régions. Il n'y a pas que de l'anglais, il y a d'autres langues aussi. Mais c'est vrai que pour l'éditeur, pour sa revue, donc c'est la revue qu'il soumet à Scopus,
il y a un comité qui est indépendant d'Elsevier. Nous aussi, on soumet nos revues à ce comité qui va voir donc la partie déjà standard, le basique en fait, parce qu'il y a certaines choses qu'on a besoin pour indexer. Et puis la partie qualitative aussi de ces revues. Et après, il y a aussi une réévaluation parce qu'il y a de temps en temps des dérives ou alors, voilà, il y a plusieurs métriques et des feedbacks que l'équipe regarde du board, du comité. Donc, Sciences Direct, là, on va être sur des livres et des revues multidisciplinaires édités par Elsevier. Donc, c'est un accès au texte intégral, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des pages de concept. Donc là, même pour des étudiants en premier niveau, par exemple, vous voulez savoir plus sur, je ne sais pas, un, un- euh, un concept, au lieu d'aller sur, oui, vous pouvez toujours aller sur Wikipédia, personne, voilà, vous allez souvent sur Wikipédia ou Google, vous avez aussi des pages concept Sciences Directes qui est basée sur la littérature scientifique. Et donc, ces pages concept sont totalement gratuites. Vous pouvez voir le concept, je ne sais pas, neurosciences ou la santé mentale, par exemple, de quoi il s'agit, les extraits des livres. Et en plus, on peut voir dans différents angles. Par exemple, la santé mentale, on a le concept sur l'angle de la biologie, on a le concept sur l'angle de la psychologie, etc., etc. Donc ça, c'est les pages de sujets générés par l'IA. Et voilà, on a des intégrations aussi avec les autres plateformes. Après, là, je ne vais pas parler de ça, mais c'est juste pour que vous sachiez. On a des plateformes, par exemple, dédiées au monde biomédical. Donc, par exemple, Kindex. Donc, souvent, j'ai la question, j'ai un texte tout PubMed et plus, hein, et plus que Medline aussi. Il y a certains nombre de revues qui sont exclusives aussi de Embase, exclusives qui sont en plus sur Embase. Et là, c'est très, très utilisé pour les revues systématiques parce qu'on va indexer à partir du texte intégral. Il n'y a pas le texte intégral en soi, mais dans les revues systématiques, par rapport au vocabulaire contrôlé, comment on fait l'indexation, on le fait sur le texte intégral. Donc, c'est pas que des mots-clés qui apparaissent, c'est vraiment, par exemple, je veux savoir l'interaction d'une drogue sur une certaine maladie, sur une certaine population. Donc, on va regarder dans le texte intégral ces liens ici et on va faire ces liens. Donc, il y a aussi cette indexation triple. Réaxis, donc pour les chimistes, donc là, on va pouvoir dessiner des molécules, voir des réactions, comment on fabrique certaines substances, etc. Et Engineering Village et Novoxy vont se tourner plutôt vers les sciences de l'ingénieur. Donc toujours là, la différence va être dans la question, les filtres et vraiment pointus vers les questions de l'ingénieur. Donc par exemple, le facteur de corrosion de tel matériau, etc., etc. Donc on va aller pousser plus cette question et donc il y a une indexation différente. Voilà. Donc je vais revenir sur les plateformes multidisciplinaires maintenant. Ça sera Sciences Direct et Scopus. Donc, Sciences Direct, là, on a un éventail large de publications interdisciplinaires. Donc, c'est des revues Elsevier. On a aussi des livres ici euh, et les pages concept. Et Scopus, juste pour que vous voyez aussi les chiffres. Donc, on est sur 7000 éditeurs. On a plus de 25 000, presque 26 000 périodiques, donc des revues, et plus de 235 000 livres électronique. Il faut savoir que pour être complètement clair, il n'y a pas de texte intégral. On va chercher, on va avoir cette puissance de recherche sur un large éventail d'éditeurs, de disciplines, et sur voilà, une base de littérature scientifique fiable. Et en plus de ça, on va rajouter, donc comme j'ai dit, du vocabulaire contrôlé pour augmenter la découvrabilité des recherches, que c'est le sujet du jour aujourd'hui. Mais on a aussi des profils d'auteurs qu'on fait, des profils d'institutions grâce à des algorithmes, mais aussi on met aussi le manuel s'il y a besoin de correction, d'ajustement manuel de ces profils. Et donc à partir de là, on peut dire
qui fait quoi dans le monde aujourd'hui. Et par exemple, ça va se faciliter aussi si vous voulez suivre voilà, telle personne qui est majeure dans votre champ de recherche. Si vous voulez suivre aussi les citations, vos propres, qui vous cite, peut-être ça sera peut-être un futur collaborateur par la suite, qui sais-je. Euh, ou voilà, vous voulez suivre un concurrent, ça dépend de l'angle qu'on voit les choses. Et aussi, ça peut aussi aider à voir l'impact qu'on peut avoir, donc en termes, donc ça peut être l'impact qu'on dit traditionnel, citation, etc. Mais aussi, impact, on a les ODD, donc les objectifs de développement durable, qu'on indexe dans différentes parties de Scopus. Donc, par exemple, euh, dans un document, quel est OD il traite dans le profil chercheur ou dans le profil institution. Aussi, combien les gens lisent, je veux dire, regardent cet article dans le Scopus. On est toujours dans le Scopus. Et pour avoir des fonctionnalités plus poussées comme des alertes, je vous invite aussi à créer un compte utilisateur si vous n'avez pas. C'est un compte utilisateur Elsevier, donc qui va sur Science Direct, sur Scopus et les autres plateformes que vous avez accès à souscription. Euh, Et vous pouvez utiliser sur Mendeley, par exemple, qui est une plateforme gratuite, ou encore sur Research Academy, qui est aussi une plateforme gratuite plutôt pour dans l'éducation de la publication, en fait, euh, dans, dans, euh, dans ce champ-là. Et donc, vous pouvez faire des alertes, vous aurez aussi des recommandations personnalisées sur Science Direct. Donc, je vais vous montrer directement maintenant sur les plateformes. Donc, sur Science Direct, je vais juste regarder s'il y a déjà quelque chose ici. Oui, on va prévoir une formation Mendeley euh, plus tard. On- Là, mais c'est noté. Merci. Euh, donc, aujourd'hui, je vais pas commencer sur Science Direct, je vais commencer plutôt sur Scopus. Et parce que c'est voilà, c'est la partie vraiment voilà, large, un éventail large qu'on va chercher. Et je vais commencer sur Scopus AI. Alors, Scopus AI, c'est un module à part de Scopus. Donc, peut-être votre institution-là, peut-être elle l'a pas. C'est un module assez nouveau. Mais, euh, mais ça peut faire sens si, voilà, si vous avez accès, de commencer par là. Donc là, je vais faire une question. Donc là, il va se baser sur la littérature Scopus et voilà, on a un prompt pour minimiser en tout cas les hallucinations qu'ils peuvent avoir. Donc là, je pourrais avoir fait la question en français. Là, je prends une question en anglais. Quels micro-macronutriments, la déficience de ces macro et micronutriments sont en lien avec la dépression? Voilà, pour savoir un petit peu où est-ce que, par où je commence. Donc là, il utilise Copilot. Donc, il va faire une recherche qui est vectorielle et donc avec du langage naturel et une recherche aussi avec des mots-clés comme on le ferait chez Scopus. Et là, il me donne voilà, un résumé sur la chose. Je ne vais pas rentrer en détail là, mais ça pourrait, par exemple, être déjà une première entrée. Et j'ai aussi les références à chaque fois, donc je peux voir, je peux consulter cet article ici. Là, il me donne aussi une table sur les différentes voilà, déficiences qu'il a, qu'il a trouvées, avec des niveaux d'évidence. Il faut après que je creuse avec la littérature, il faut que je la lise, bien sûr. Donc, il y a le zinc, le magnésium, le sélénium, les vitamines B, le D, l'oméga. Donc, le zinc, vraiment très, très positif. La protéine, les carbohydrates, bon, donc là, c'est mélangé, c'est pas vraiment en carbohydrates. Et les fats, le gras, voilà, il n'y a pas de. Donc là, c'est très, très bas. Donc, il me dit le zinc, le sélénium et les vitamines B, c'est bien. Bien sûr, je vais lire là, on passe très vite. Donc là, il me met un résumé de chacune, comment elle pourrait, avec à chaque fois les références.
bien sûr, je vais aller regarder les références. Je vois une question. Donc, au début de du webinaire, j'ai mis ce disclaimer qu'il n'y aura pas de attestation de présence ni de certificat. Voilà. Donc, macronutriments et dépression, donc voilà, d'autres choses qui me dit. Après, je peux avoir un résumé plus en détail. Il y a beaucoup de choses ici, mais voilà, et maintenant, je vais juste rester là. Donc, ça me donne des pistes maintenant pour aller chercher un peu plus, parce que j'ai... Et même si je veux, là, je peux prendre cette requête ici. On va voir dans le prochain webinaire comment on va faire, comment on peut structurer, comment faire ces requêtes de manière performante dans Scopus. Mais je peux mettre ici cette requête pour aller chercher dans Scopus. Donc, bon, moi, comme j'ai l'habitude des requêtes, donc je vois micro, macronutriments, nutriments et nutriments. Euh, on verra ça là, au prochain webinaire. Bon, je mets une troncature plutôt. Donc, on peut aussi après optimiser la requête. Et voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il m'a mis aussi déjà les synonymes, dépression, mood disorder, affective disorder, mental health. Et si vous voulez apprendre comment faire ces requêtes, on va rentrer en détail sans l'IA, avec nous-mêmes, comment on peut faire une requête performante dans Scopus. Donc là, je veux voir maintenant la littérature sur ce genre de choses. Et donc là, je peux déjà regarder l'abstract. Ce qui est sympa aussi, que ce soit dans Scopus ou dans Sciences Direct, c'est qu'il me met déjà en surligné les mots-clés que j'ai interrogés ici. Donc si je veux après voir un petit peu plus en détail, je vais ouvrir la page document et je vais regarder. Donc celui-là, il a été publié là en 2025, donc j'ai pas encore les documents cités. Mais si c'était un document déjà un petit peu plus vieux, ça serait peut-être intéressant de voir les documents qui le citent et donc on va dire le, le next step de la recherche. Donc voilà, la suite, on va dire, en tout cas les recherches qui se basent sur ces évidences-là ou alors qui en discutent, voilà, qui mettent en perspective, je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant d'aller regarder les cités, qui le citent. Il y a aussi les documents qui sont en relation. Donc tout ça, c'est pour que ça soit plus rapide d'arriver à des choses qui sont pertinentes. Moins de clics, moins de scrolling, voilà. Que vous arrivez donc à trouver voilà, les insights à partir de la littérature scientifique et les évidences les articles plus rapidement. Donc ici, il y a le view PDF. Donc suivant, on peut aller sur... ça dépend aussi vous pouvez voir des choses différentes. Parce que peut-être que il y a des liens de résolveurs de liens de votre institution qui passent voilà, sur d'autres, mais voilà, voilà, vous aurez accès, euh, si c'est l'institution accès, vous aurez accès au texte. Ce que je trouve vraiment, j'aurais voulu faire ma thèse, quand j'aurais fait ma thèse, avoir ça au tout début, c'est vraiment d'avoir un, un gestionnaire de référence. Donc, la plupart des gestionnaires de référence ont un plugin dans votre navigateur. Et comme ça, on peut mettre dans la bibliothèque, on peut organiser notre bibliothèque en collection, par exemple sur Mendeley. Donc, quelqu'un m'a dit, ça serait bien d'avoir une formation dédiée à Mendeley, on va le faire. Mais aussi, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à aller vers votre bibliothèque parce il a aussi d'autres gestionnaires de référence et ils peuvent vous donner une information bien plus détaillée, bien plus pointue sur ces autres gestionnaires. Je dirais, utilisez un parce que ça sauve la vie. Euh, et donc là, par exemple, sur ça, sur Mendeley, en tout cas, là, sur ce plugin, je peux voir que j'ai le PDF. Donc, j'ai le PDF et même j'ai le PDF d'autres références qui sont sur cette page qui devraient être par là. Oui, c'est ça, c'est les références ici de l'article en soi. Donc, je peux déjà l'inclure dans ma bibliothèque. Et dans ma bibliothèque, j'ai plusieurs collections. On va faire alors Cognition and Diet. Je vais mettre dans cette collection-là et je vais l'ajouter.
Ça, c'est une première chose. Ah, je veux en fait la lire, donc je peux aller maintenant la lire et je peux la noter sur la bibliothèque, donc j'aurai accès à mes annotations plus tard. Donc voilà, vous avez plusieurs types d'annotations, plusieurs surlignages possibles. Vous pouvez mettre des commentaires aussi. Là, il charge la page. Voilà. Donc là, oups, j'ai tout ça, j'ai perdu le. Voilà. Donc là, je peux faire, voilà, c'est intéressant. Je peux mettre une autre couleur, donc vert. Voilà, je veux ajouter un commentaire. Bon, bref. Ce ce que je trouve, aussi intéressant dans Mendeley, alors je ne sais pas ça, il existe dans les autres, c'est la partie notebook. Donc, ça permet de organiser vos annotations. Alors, parce que là, j'annote sur un PDF. Et avant, c'était, voilà, il y a quelques années, c'était ça. Puis, si je veux regarder mes annotations, il fallait que j'aille sur le PDF. Après, j'aille sur un autre. Et j'aille sur l'autre PDF. Bref. Comme si c'était vraiment sur le papier, j'ai mes annotations. Et puis après, en fait, je peux avoir mon cahier où je mets tous ces annotations en lien. Et donc, ça, c'est le notebook ici. Donc, je peux mettre une nouvelle page que je vais mettre, voilà, cognition et nutrients deficiency. Alors, moi, j'écris en anglais, mais encore une fois, on peut écrire dans n'importe quelle langue. Et en fait, je vais mettre ce que j'ai annoté ici sur mon cahier. Donc voilà, je le mets. Je peux mettre en perspective, voilà, pourquoi j'ai mis ici. Et puis après, je pourrais sauter sur un autre article et faire la même chose. Et un jour, je vais revenir sur mes notes et je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Et je clique là-dessus et il va m'ouvrir ce papier-là à l'endroit que j'ai fait. Par exemple, je vais donc sortir de la chose et je vais cliquer ici. Ah, bien sûr, hein, il y a eu un bug. Maybe later. Voilà. Voilà, ça n'a pas marché cette fois-ci. Bon, il y a eu un bug. Donc, par exemple, je peux aller sur un autre aussi. Donc, ceux qui ont le fichier, ils ont un petit encart checked. Donc là, méthioline, etc., etc. Je fais mes annotations. Je vais sur mon cognition. En plus, j'avais fait une erreur ici. Et là, je additionne à à mon cahier. Là, il l'a trouvé. Et je vais revenir ici. Et là, il a trouvé. Je ne sais pas pourquoi le premier il a eu un bug, mais voilà, ça marche. Et voilà, sur les notes, en tout cas, ça peut aussi venir gagner du temps. Au lieu de faire dans notre cap, après, voilà, il y a des gens qui aiment bien annoter ici, au papier, mais au lieu de faire en papier, puis je sais plus d'où ça vient, j'ai lu ça où, je me rappelle plus. Ben voilà, très facilement vous pouvez trouver. Et la même chose pour la bibliothèque. Comme je dis, vraiment, je suggère d'utiliser une bibliothèque comme ça, parce que le jour où vous allez chercher votre article, vous savez plus comment vous avez renommé le fichier, ou vous l'avez sauvegardé à la maison, au labo, peut-être que vous avez plusieurs ordinateurs du labo, etc. Donc, c'est centralisé. Ici, c'est sur le web, mais vous pouvez aussi avoir sur votre ordinateur. Et on peut aller chercher, en tout cas, sur le titre, sur les auteurs et trouver l'article. Je peux aussi, donc les collections, ça peut m'aider aussi pour aller chercher dans une collection. Et j'ai d'autres filtres aussi sur des auteurs, par exemple. Donc, ça peut me gagner du temps. Moi, je sais que j'ai perdu un certain temps parfois
Même si on a une méthode, comment annoter les articles sur un fichier, etc., etc. Parfois, parfois l'article, on le télécharge et voilà, chez l'éditeur, ça a des chiffres qu'on comprend rien et ça, pour le retrouver après, c'est un petit peu plus difficile. Donc, sur Ruscopus, on peut aussi regarder. Ah oui, attendez, ce que je voulais. On peut, par exemple, si cet article, c'est l'article que c'est votre laboratoire qui a publié, vous pouvez le suivre et voir qui le cite. Donc, on peut faire des alertes de citation. Donc, encore une fois, il faut avoir un compte. Et donc, voilà, je peux mettre l'alerte sur cet article. Donc, dès que quelqu'un cite cet article, je vais, euh, je vais recevoir. Donc là, la fréquence, je peux choisir. Je peux choisir tous les jours, comme ça, dès que quelqu'un cite, je vais le voir. Je peux aussi, après, j'ai optimisé ma recherche, donc je veux recevoir ces alertes-là. Sur ma recherche, donc je vais faire une alerte de recherche. Et cette fois-ci, je vais recevoir une fois par semaine. Et ça sera, je ne sais pas, le vendredi, quand j'ai le temps de faire plus de bibliographie, par exemple. On peut aussi aller voir les préprints, toujours avec, voilà, c'est pour voir ce qui est en train de se faire, ce qui va peut-être sortir bientôt. Donc, on a aussi une base préprint qui est là. Bien sûr, voilà, il faut lire avec une certaine critique les préprints quand même. Et puis, je peux aussi regarder, déjà, j'ai les auteurs ici qui ont contribué. Par exemple, j'ai Berk M qui a 17 publications, j'ai Marley qui a 16 publications. Donc, en termes de volume, on dirait que ces auteurs publient pas mal sur ce sujet. Donc, soit je vais regarder les publications ici, les 17, ou alors je peux passer sur les analyses de résultats. Donc, j'ai les filtres, mais j'ai aussi, si on veut, les graphes, oui, Mendeley, il est gratuit. Euh, et- il est en freemium, donc il y a une grande partie gratuite. Et il y a beaucoup d'espace en stockage gratuit sur Mendeley. Et donc là, je peux voir par exemple la tendance de ce champ. Donc c'est un champ Alors, il faut que je zoome un peu parce que ça va avoir la même tête si je regarde depuis 1800, parce que dans les années 2000, tout s'est accéléré. Mais on va à partir de 2015 en tout cas. Donc là, c'est un champ qui est assez stable, on va dire. On a à peu près 350, les 400 documents par an. Voilà. Donc c'est un champ qui publie assez. Euh, Si je suis en train de regarder quelles sont les revues qui pourraient s'intéresser, voilà les revues qui s'intéressent le plus à ce champ, en tout cas qui publient des articles avec les mots-clés que j'ai mis. Donc il y a nutriments, il y a tout ça. Et là, les auteurs, je peux aussi avoir les auteurs. Et là, j'ai mis un filtre de temps. Donc, c'est pour ça que ça a changé. Je vois plus Berk, il a plus 17 mais 5, mais il continue quand même dans le top 3. Donc, je peux aller regarder son profil. Je peux cliquer ici, Berk M, je ne sais pas si c'est Michael, voilà, Michael Berk, qui travaille en Australie. Donc, c'est quelqu'un qui publie, voilà, c'est un chercheur senior. Depuis 96, il a plusieurs publications. Euh, Ici, je peux regarder donc les champs qu'il publie. Je vais aller dans Topic. Donc ça, c'est les champs qu'il publie. Donc ça me donne un aperçu déjà. Ah, bien sûr, tout ça, c'est après, on va regarder en détail la publication en soi. Mais tout ça, c'est déjà pour dire, bon, qu'est-ce il travaille en quoi. Donc là, il a 20 documents qui est dans la partie neurosciences, dépression et l'aspect cytocine, donc immunitaire, voilà. Il travaille beaucoup, voilà, en psychologie aussi, bipolaire, euh, stress oxydatif, nutrition et dépression, et santé mentale, ce qui était ma requête de départ. Donc voilà, il est dans ces champs-là. Et là, je vois combien il a publié. Et là, ce Field Weight Citation Impact, c'est un impact normalisé. Pour faire court,
il y a le nombre de publications et puis il y a l'impact de ces publications. Je vous dis, un article a été cité 3 fois. Bon, ça veut dire quoi? Pas grand-chose. Et donc, pour avoir des repères, donc sur le champ, sur quand la date qu'elle a été publiée, le type d'article, parce qu'il n'est pas cité si c'est un article de révision par rapport à un article de recherche, par rapport à un livre, donc le type de publication. Donc, tout ça s'est mis en perspective dans cette métrique. Et la normale, donc la moyenne, ça va se situer à 1. Et donc, tout ce qui est au-dessus de 1, c'est qu'il a un impact qui est au-delà de la moyenne internationale par rapport au domaine, à l'année de publication, au type de publication. Voilà. Donc là, voilà, sur ce domaine, il a un impact qui est au-delà de la moyenne. Donc, je peux aussi avoir les préprints qui peuvent être intéressants, surtout les derniers s'ils ne sont pas encore sortis pour savoir sur quoi ils travaillent. Voilà, c'est un chercheur qui a quand même un historique, voilà, donc il publie pas mal. Il publie sur différentes, voilà, un expert vraiment sur la partie cognition avec le lien de biologique en fait, de nutrition. Et là, je peux regarder les documents. Donc, soit je passe par les topics et en fait, je vais dépression et je regarde les 14 documents qu'il a publiés. Et voilà, après, je vais le lire, etc. Et je peux faire aussi une alerte. Donc, oui, ce chercheur me semble très intéressant pour que je le suive et que je sache, voilà, les dernières recherches. Donc, je peux faire une alerte sur ce chercheur. Si j'ai mon compte, si j'ai mon profil, je peux aussi faire une alerte. Peut-être que ce ne sera pas le document dès que la publication, en tout cas. Ça pourrait être, par exemple, dès qu'on me cite. Donc, ça serait Auto Citation Alert. Donc, voilà. Donc voilà, par rapport à un champ de recherche avec des mots-clés, la publication d'un chercheur, c'est pas aussi fréquent. Je ne sais pas combien il a de publications ici par an. Il en a, oh, il en a quand même une centaine de publications. Donc voilà, je peux dire que je veux recevoir dès qu'il publie quelque chose de nouveau, donc le jour. Donc tous les jours, ça ne veut pas dire que je n'aurai une alerte tous les jours, mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, sur Riscopus, on est sur cette base multi-éditeur, multidisciplinaire. Euh, on peut avoir donc savoir à partir des profils d'auteurs qui travaillent donc quoi, etc. On peut aller aussi, par exemple, si je suis plutôt dans la recherche d'un collaborateur, donc là, je vais aller dans Research and Discovery. Et là, au lieu d'avoir une liste de documents, j'aurai une liste de chercheurs à partir de mots-clés. Par exemple, je vais prendre Social Psychology. Et donc là, c'est une recherche qui est différente. Voilà. C'est une recherche d'experts dans un domaine. Donc, c'est pas une liste de documents, c'est plutôt des auteurs qui vont apparaître ici. Donc, c'est un angle différent. Mais sachez que vous pouvez aussi faire comme ça ici. Donc, sur Science Directe, donc en France, euh, on a un accord national en tout cas, un accord qui touche à peu près à toutes les institutions d'enseignement et de recherche qui vit à Couperin, euh, qui permet donc d'avoir accès à la collection nationale, donc qui est Freedom Collection, et aussi à publier sur certaines revues gratuitement en open access. Donc ça, c'est quelque chose propre, voilà, à l'accord français. Donc on a déjà voilà, plus de à peu près 1800 revues qui sont dans cet accord et après les institutions aussi peuvent avoir des souscriptions en plus de ça et en plus il y a aussi de plus en plus des revues open access en plus des articles en open access aussi. Donc, je vous ai parlé au tout début des pages avant parce que je parle de l'accord français. On a notre hub en France avec nos webinaires et on a
la partie accord Couperin et Elsevier. Donc, si on veut savoir quelles sont les revues qui sont dans cet accord, j'ai une partie ici des revues, institutions, et regarder la revue participante. C'est un accord de lecture et de publication. Donc, voilà. Donc, toutes ces revues font partie voilà, de la souscription via Couperin de tous les établissements. Puis, vous pouvez, parce que si l'établissement a un abonnement à une autre revue propre, à l'établissement, parce que voilà, il a ce besoin sur cette niche, et la revue peut être éligible. Vous pouvez aussi publier, donc on dit ici, que- voilà. Basé sur la souscription additionnelle des revues de l'institution, il peut y avoir d'autres revues aussi que vous pouvez publier. Donc là, vous pouvez vous rapprocher de la bibliothèque pour en savoir plus. Ou alors la bibliothèque peut se rapprocher aussi de moi si vous ne savez pas encore comment retrouver ces articles-là. On a une session sur la partie administrateur Elsevier Open Access 11 juin, je pense. En tout cas, après, on va regarder l'agenda, mais on va toucher à ça aussi sur un autre webinaire plus en détail. Mais là, pour les chercheurs, donc ça, c'est la plupart, en tout cas, c'est 3000 revues qui sont, 2000, pardon, 2440 revues qui sont en commun à tout le monde et que vous pouvez publier en open access sans payer les frais de publication. Donc, revenons sur la partie sciences directes. Je vais prendre, par exemple, mental health. Alors, sur Sciences Directes, on est sur une recherche moins experte que sur Scopus. Euh, Donc, il y a des choses qui aussi dans la recherche scientifique vont se faire plus automatiquement. Là, je m'embête pas trop avec les guillemets, hein, qu'on va voir ça dans la prochaine session pour Scopus, en tout cas, parce que voilà, il fait une certaine lemmatisation ici qui est vraiment pour une recherche non experte. Donc, elles sont pas exactement les mêmes, comment dire. Sur Scopus, je contrôle beaucoup plus de paramètres que dans Sciences Directes. Mais en même temps, sur Sciences Directes, c'est beaucoup plus facile pour un non-expert de trouver les choses. Donc là, ce que j'ai, c'est que déjà, il y a des revues, des livres qui me sont suggérés en haut. Et ici, j'ai les pages concept. Donc c'est ça que je vous parlais, que ces pages concept, en tout cas, elles sont libres à tout le monde. Et donc, par exemple, du point de vue sur l'angle de la médecine, de la psychologie ou des sciences sociales, j'ai ce concept de santé mentale. Et donc, je peux aller regarder, par exemple, en psychologie la définition basée sur une littérature scientifique. Donc voilà, vous avez la définition ici générale. Et puis après, vous pouvez aller plus en détail parce qu'on met aussi des extraits de livres qui traitent ça gratuitement. Donc voilà, sur les chapitres, qu'est-ce que c'est mental health? Donc je peux aller regarder ça. Donc c'est basé sur la lecture scientifique. Euh, Et par exemple, un enseignant qui veut, voilà, dans le cours, il veut partager certains concepts, voilà, on peut aussi utiliser donc la page de concepts, c'est Sciences Direct slash Topics. Et là, on a différents concepts sur différentes disciplines. Par exemple, je vais sur l'ingénierie chimique. Et voilà. Donc, normalement, je vais normalement taper le concept que je cherche. On va aller sur monomère acrylique. Et donc là, j'ai d'autres, j'ai une définition. J'ai la partie recommandation aussi vers d'autres éditeurs, voilà, sur des revues qui peuvent être intéressantes. J'ai ici la recommandation des revues qui sont sur Sciences Direct, qui sont chez Elsevier. Et puis, j'ai aussi des termes corrélés en bas. Donc ça a changé parce que c'était en haut avant. Donc, parfois, c'est bien aussi d'aller voir ces termes corrélés. Si je vois ici en bas, related terms.
Donc, il y a Physical Quality of Life, Mental Health Service, Mindfulness. Donc, voilà, je peux aller regarder ce concept dans la partie. Là, je suis toujours psychologie, mais ça touche aussi à d'autres domaines. Donc, je peux aller regarder sur cet angle-là. Donc, en revenant sur la partie publication. euh, Donc ici, je peux aussi faire une alerte sur Science Direct qui, voilà, je suis connectée avec un compte. J'ai aussi des recommandations que je peux les activer. Ces recommandations se font de manière passive, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai une alerte. Donc souvent, je trouve que ça peut être bien d'avoir l'alerte sur Scopus, mais aussi activer les recommandations sur Science Direct parce qu'il va me recommander. Un petit peu comme Netflix, ce genre de choses, à partir de ce que j'ai regardé, bien sûr que je dois consulter les notices, les articles, pardon, les articles en étant logué, pour qu'il m'envoie ses recommandations. Donc, on a des retours très, très positifs sur ces recommandations, mais il faut aller l'activer parce que par défaut, il n'est pas actif. Donc, les recommandations sur préférence, et vous pouvez dire, oui, je veux recevoir ces recommandations-là à partir, voilà, de ce que j'ai consulté sur Science et ce que j'ai lu, qu'est-ce qui pourrait être bien. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il va ressortir des choses, peut-être que c'est, parce que souvent on va regarder les dernières publications, mais il peut vous ressortir des choses qui, voilà, en tout cas, c'est encore 2025, mais voilà, 2018, j'ai consulté plusieurs choses sur plusieurs domaines, donc mes recommandations en ce moment font pas trop de sens. Mais voilà, il peut me sortir un article relevant que pertinent et j'étais passée à côté parce qu'il y a tellement de littérature à un moment donné aussi qu'on peut passer à côté de choses. Donc ça peut être intéressant d'avoir ces recommandations. Alors il y a aussi la possibilité d'enregistrer votre historique. Donc si vous voulez plutôt donc le historique de recherche, si vous voulez retourner sur voilà une recherche que vous avez faite. Mais le historique de lecture, moi aussi, je trouve ça intéressant parce que parfois, oui, j'ai consulté d'articles et puis j'ai vu plusieurs choses, plusieurs volets, je suis revenue, puis je me rappelle plus l'article que j'ai consulté. Donc là, en tout cas, j'ai l'historique et je peux aller regarder, ah, en fait, oui, c'était ça que j'étais en train de regarder, et je voulais retourner là-dessus, mais j'ai fermé l'onglet, peu importe. Et je peux à n'importe quel moment dire que non, je veux plus ça, je peux supprimer mon historique. Vous avez en tout cas le contrôle là-dessus. Et aussi dans cette liste de recherche, vous avez donc déjà, si vous avez accès, donc il y a une partie verte. Donc là, j'ai accès parce que, voilà, souscription, là, j'ai accès parce que c'est de l'open access, d'ailleurs, là aussi. Donc, vous avez cette partie verte ici pour vous indiquer vos accès. Euh, voilà. Sur certaines institutions où l'accès n'est pas sur un grand nombre de revues. Vous avez un filtre ici voilà, filtré que sur euh, les abonnés et les accès. Alors, non, on a un petit bébé aussi qui est sorti il y a 2 semaines, c'est Science Direct AI. Alors, il va être différent de Scopus parce que Scopus, c'est large, donc c'est plutôt une vue qu'on appelle télescope. Et là, sur Science Direct AI, c'est une vue microscope. Encore une fois, c'est un module à part. Donc, peut-être que vous allez pas le voir ou peut-être que oui. Voilà, il y a certains accès d'essais qui ont été ouverts, donc peut-être vous avez accès en ce moment. Et une chose que je voulais vous montrer, c'est comparer les manips. Donc, suivant ce qu'on a recherché, peut-être que là, et il faut que je sois sur un article de recherche, bien sûr, ça ne sera pas sur des articles de révision pour pouvoir comparer ces manips-là. Donc, je peux sélectionner les articles que je veux faire cette comparaison pour que ils me disent, voilà, ça a traité de quoi, quelle était la méthode, euh, quel est le résultat, la conclusion, voilà, sur ça. Je vais après passer sur voilà, sur donc quelle est l'expérience, quel est l'objectif, quelle est voilà, la méthode.
qui a été utilisé, le matériel, pardon, les méthodes, les résultats, la conclusion. Et parfois sur un article, il y a plusieurs résultats. Donc là, il y en a trois ou quatre, trois, voilà, sur cet article. Donc c'est une étude observationnelle. L'autre, c'est voilà, un modèle de linéaire, régression linéaire. L'autre, c'est une analyse d'un sous-groupe. Et à chaque fois, j'ai ça. Donc, bien sûr, ça va dépendre de votre champ ici pour la comparaison des expériences. En tout cas, je voulais vous montrer ça parce que, étant ancienne chercheur, moi, en tout cas, je passais beaucoup de temps à faire ça. Donc, pour pouvoir critiquer les articles, en tout cas, pour mettre en relation, quoi, quelle est la différence de méthode, pourquoi telle personne, pourquoi ici c'est un résultat différent de celui-ci. Donc voilà. Donc je trouvais que ça c'était quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, c'est un module à part, donc peut-être que vous avez accès, peut-être qu'il y a une démo qui est faite. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas et je ferai le pont aux personnes qui s'occupent de ça. Donc, je vais faire maintenant un autre que je vais mettre Marine Biodiversity sur un autre champ. On va aller regarder des articles un petit peu plus anciens. Et là, j'ai aussi des recommandations qui vont s'afficher ici. Donc ça, c'est des recommandations un petit peu aussi style Netflix. Les gens qui ont consulté cet article ou voilà, quoi d'autre qui sont allés consulter après. Donc là, c'est ce genre de recommandations qu'on a sur Science Directe. Il n'y a pas de citation credit declaration. Donc vous avez donc là, et encore une fois, je peux aller vers Mendeley pour l'ajouter. Ah voilà, les citations. Donc là, j'ai des citations aussi qui sont montrées là. Non, donc je peux aussi regarder voilà, sur cet article, quelle était la suite par rapport à d'autres études qui ont été faites par ailleurs. Vous avez vu que j'ai aussi ce credit authorship, donc c'est vraiment qui a fait quoi dans cet article. On va de plus en plus vers ça, vers credit. Je pense que dans la plupart de nos revues maintenant, il y a ça. Donc, c'est au-delà de premier et dernier auteur, vraiment, quels sont on est dans une sphère de contribution et qui a contribué à faire quoi dans l'article. Donc là, on a ça. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez une question. Mais bon, il y a les, euh, l'auteur de correspondance ici. Donc, et vous avez aussi son profil dans Scopus. Donc, encore une fois, je vais regarder ce qu'il a publié ailleurs. D'ailleurs, il y a déjà ici trois articles qu'il a publiés ici. Mais je vais regarder ce chercheur, ça, il me semble intéressant, la recherche qu'il fait, qu'est-ce qu'il a publié d'autre. Donc, je peux aller regarder. Donc, voilà, c'est un chercheur qui a publié quand même déjà 53 articles et publie depuis 2001. Donc, voilà, ouais, il a voilà, 20 ans, 25 ans de carrière. Voilà. Euh, Ici, donc, voilà, et on peut aller regarder encore les topics et tout ça. Donc, tout est en lien sur ces plateformes et d'autres plateformes aussi. Vous avez peut-être vu là, il y a aussi l'AI pour aider dans la lecture. Donc, on peut poser là, parce que sur Science Direct, on a la lecture, on a le texte intégral. Donc là, on peut poser des questions sur l'article en soi, ici aussi. Et je pense que c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions. Oui, j'ai. Ok.
Donc Mendeley, il est gratuit et vous pouvez avoir accès. Voilà. S'il y a des outils, des rapports sur Sciences Direct me permettant de suivre et d'analyser les statistiques d'utilisation par les usagers de la bibliothèque. Oui, alors pour les bibliothécaires, on a Epic. On va faire un webinaire sur Epic. Il n'est pas encore sur notre agenda parce qu'on va aussi couvrir les nouvelles normes Counter COP 5.1. Et donc, c'est là que vous avez accès donc, à toutes ces statistiques de consultation, pas que sur Sciences Direct, mais pour toutes les souscriptions qui l'institution est abonnée, donc sur Scopus par exemple, ou si vous avez d'autres plateformes, sur les livres aussi, voilà. Donc, c'est sur une autre plateforme et voilà, on va faire. Mais en tout cas, vous pouvez avoir accès. Si vous n'avez pas accès, donc ça s'appelle epic.elsevier.com. Vous pouvez demander directement au support. Mm. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir parce que peut-être ça va ouvrir chez un client. Mais sinon, vous pouvez aller sur la partie d'aide. Donc, on a ce central d'aide pour toutes les solutions. Et vous pouvez même aller ici sur le chat, c'est encore plus vite, pour demander si vous êtes donc bibliothécaire et administré. Vous pouvez demander à avoir accès pour Epic pour les données de votre institution. Et je voulais juste donc vous partager l'agenda pour les prochains webinaires. Donc là, pour la France, on a la liste des webinaires qui sont là. Donc, il y a une sur la revue de littérature le 8 avril, donc qui est passé, pardon. En tout cas, moi, la prochaine, c'est comment structurer les requêtes dans Scopus et choisir les mots-clés. Donc là, on va vraiment, sans l'aide de l'IA, parce que là, j'ai fait vite. Donc, on va vraiment réfléchir comment on peut mieux structurer, optimiser les requêtes. Donc, c'est surtout destiné vraiment aux chercheurs, peut-être qui débutent dans le Scopus, parce que comme j'ai dit, sur le Scopus, on contrôle plus. Donc, c'est bien, parce que euh, on peut aller vraiment sur ce qu'on recherche, mais il faut avoir certaines astuces comme la troncature que j'ai fait tout à l'heure, ou parfois c'est juste une méthode vraiment pour réfléchir à comment construire à la requête et optimiser le temps. Parce que souvent, on fait une requête, je ne sais pas, entre A et B, on lit, on lit, on lit. Après, on fait entre B et C, après entre C et D, et ça fait partie, mais après, il faut peut-être réfléchir sur monter une requête pour qu'on puisse aller interroger A, B, C et les liens avec D, par exemple, pour optimiser notre temps au lieu d'à chaque fois de faire 4 requêtes, qu'on sait déjà à l'avance qu'on va les faire. Donc après, le 6 mai, sélection de revue à l'aide de Scopus Science Direct, profil auteur le 7 mai. Après, on a des choses qui seront plus pour la partie pilotage avec Saival. Voilà, sur les administrateurs qui s'en occupent pour la France de la plateforme ou qui veulent savoir. Donc, c'est destiné aux bibliothécaires qui veulent savoir plus sur la plateforme Elsevier Open Access ou alors qui l'utilisent et qui ont des questions et les nouveautés. Donc, ça sera le 19 juin. On a aussi, on a aussi une autre sur les droits et les implications, sur les licences Creative Commons, le 5 juin aussi pour les auteurs français, parce qu'on a eu quelques questions aussi sur les choix de licences qu'on prévoit et aussi des questions sur les droits d'auteur, qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Donc ça, c'est le 5 juin. Donc là, l'enregistrement sera à disposition. La, hum, L'enregistrement sera à disposition. Quelqu'un m'a encore demandé sur les certifications, attestations de présence. Donc, au tout début, j'ai mis que voilà, il n'y a pas de certificat pour la participation de ce binaire aujourd'hui. Pour celui du 24, il y aura, parce qu'on vraiment, on traite là
d'une question. Voilà, c'est vraiment plus, on va dire, éducatif et atelier. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour voir tout ce qu'on avoir un aperçu et quelques astuces sur plusieurs plateformes et comment travailler sur les différentes plateformes. Donc voilà. Oui. Donc, bon, en tout cas, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne journée et peut-être au prochain webinaire. Au revoir.